Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. Madame, Monsieur, pour cette 31e édition, nous allons parler de l'accord fiscal international présenté il y a quelques semaines par l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, ainsi que le G20, comme étant une avancée majeure sur la fiscalité internationale. Pour parler de ce qu'en pensent les administrations fiscales africaines, nous avons eu l'honneur d'avoir Aboubakar Nakanabo. C'est un docteur en sciences de gestion, mais il est aussi le président du comité technique du Forum africain des administrations fiscales, ATAF, sur les questions de fiscalité transfrontalière. Toujours dans cette édition et relativement à ce sujet de l'accord inclusif, nous avons eu l'insigne honneur d'avoir Tovoni Radrian Manalina. C'est une chercheuse indépendante, experte de la fiscalité et experte des administrations fiscales dans son pays, Madagascar, la grande île. Avec elle, nous allons nous rendre compte que l'inclusivité qui est défendue dans cet accord de fiscalité internationale n'est pas aussi effectif que cela. Je rappelle que vous pouvez suivre ce podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN. Mais vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.impôts-et-justice-sociale.com. Mais aussi, pour ceux qui ont l'application Stitcher, nous téléchargeons le programme à l'intérieur. Pour ceux qui veulent interagir avec nous, n'hésitez pas à aller sur notre compte Twitter, #ImpôtsSocial, ou encore sur notre page Facebook, Impôts et Justice Sociale. Mais aussi, n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse email idriss@taxjustice.net. Voilà pour la une, à tout de suite pour les détails. Madame, Monsieur, comme je vous le disais en une part importante de cette édition de votre podcast parlera de l'accord fiscal international. L'Afrique a exprimé des réserves à travers déjà les pays, mais aussi à travers des organisations structurées. Nous avons eu l'occasion de discuter avec Aboubakar Nakanabo. Il est docteur en sciences de gestion, il est inspecteur des impôts dans son pays, le Burkina Faso, commissaire du gouvernement burkinabé auprès de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés. Mais sur le plan international, c'est un expert de la fiscalité internationale et surtout, il est le président du comité technique de l'ATAF, le Forum africain pour les administrations fiscales en matière de fiscalité transfrontalière. Donc, Aboubakar Nakanabo, docteur, merci d'avoir accepté de répondre aux questions du podcast francophone de Tax Justice Network. Comment avez-vous accueilli au niveau de la TAF le recul des États-Unis qui au départ militaient ou alors ont fait miroiter la possibilité d'une imposition minimale internationale à 21% et que finalement au niveau mondial, ce qui a été retenu, c'est un minimum de 15%. En ce qui concerne donc les taux de 21% qui étaient prévus par les États-Unis, je ne pense pas qu'on puisse parler d'un recul des États-Unis. Non, ce n'est pas un recul. Peut-être parce que ce taux de 21% a été fortement médiatisé et les gens avaient considéré cela comme une référence. Et bien sûr, les gens ont pensé que ça pouvait être le taux qui va se dégager du consensus. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais disons que les États-Unis, même jusqu'à présent, gardent le taux de 21% dans leur législation interne parce qu'ils ont une disposition qu'on appelle les règles GILTI qui signifie Global Intangible Low Tax Income,
qui est dans la législation américaine. Donc les taux de 21% persistent toujours malgré donc le consensus. Mais il faut dire que le consensus qui s'est dégagé autour de 15%, soit dit en passant, il faut préciser que le consensus en réalité n'est pas d'un taux de 15%, mais le consensus fait ressortir le fait que le taux ne doit pas être inférieur à 15%. Mais en ce qui concerne nos États africains, il faut dire que notre proposition n'était pas 15%. Notre proposition était 20%. Pourquoi? Parce que nous avons fait une étude et il ressort que la plupart des pays africains présentent un taux d'imposition compris entre 25 et 35%. Nous avons estimé que si l'objectif c'est véritablement de lutter contre les paradis fiscaux, il est de bon ton que ce taux soit proche du taux moyen pour éviter toute velléité d'aller vers la course vers le moins-disant fiscal. Parce que nous estimons que 15%, c'est encore, ça ouvre encore des brèches pour des régimes fiscaux privilégiés, mais nous continuons les négociations en espérant que nous allons tendre vers le taux de 20% parce que c'est cela que l'Afrique souhaite au regard des taux moyens pratiqués par les États africains. En outre, plusieurs pays africains font partie du cadre inclusif qui a permis la validation de cet accord international. Comment cela devrait donc se passer maintenant pour la mise en œuvre? Est-ce qu'il y a un calendrier global où chacun ira un peu en fonction de ses propres priorités? C'est beaucoup. Il faut dire que à ce stade, il n'y a pas de consensus total sur la solution à des piliers proposés par l'OCDE. Parce qu'à ce jour, sur les 139 pays membres du cadre inclusif, seuls 132 ont adhéré à l'accord. Les prochaines étapes, c'est peut-être d'abord travailler à réunir les pays qui n'ont pas encore adhéré. Il reste encore 7, et autour du consensus bien sûr. Et donc après cela, les travaux qui vont être réalisés, c'est d'abord l'élaboration d'un instrument multilatéral qui sera ouvert en signature en 2022 dans ce qui concerne le pilier 1. Et naturellement, ça prendra effet à partir de 2023. Pour le pilier 2, il y a également un modèle de législation nationale qui sera élaboré au profit des États, ainsi qu'un instrument multilatéral également qui sera ouvert en signature en 2022 pour une entrée en vigueur en 2023. Donc il faut dire que globalement ces accords vont commencer effectivement à prendre effet pour compter de 2023. Je crois que c'est important également de préciser que dans le cadre de l'accord qui a été signé, il est prévu une révision dans 7 ans, après donc 7 ans de mise en œuvre, pour voir dans quelle mesure on peut revoir les seuils à la baisse. Notamment, le seuil de 20 milliards pour entrer dans le champ d'application du pilier 1 sera ramené à 10 milliards d'euros bien sûr, après donc une mise en œuvre réussie pour une période de 7 ans. Donc c'est ce qui est prévu. Donc cela permet donc de mettre à l'épreuve les accords qui ont été trouvés, de voir qu'est-ce qui peut être revu pour que le système puisse garder sa stabilité, sa neutralité, sa simplicité et surtout son administrabilité. Dernière question, une chose qui a été critiquée par des experts africains, notamment de la DAF, c'est le mode de répartition. Quel serait ou alors quel aurait été pour vous le mode de répartition le plus juste ou celui qui nous aurait le plus profité? Oui, vous avez tout à fait raison. Le mode de répartition de ces bénéfices résiduels est fortement critiqué également par les experts africains de la DAF. Il est évident que dans un processus de négociation, il y a toujours des parties qui ne sont pas totalement satisfaites, puisqu'au final, il s'agit de faire des concessions de part et d'autre. Concernant le mode de répartition, comme vous le soulignez, on peut dire que l'accord prévoit une répartition aux juridictions de marché d'une partie du bénéfice résiduel des entreprises multinationales qui réalisent au moins 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 10% de taux de profit. Les bénéfices résiduels, c'est-à-dire les bénéfices supérieurs à 10%, sera alloué aux juridictions de marché qui remplissent les conditions de lien, donc qui remplissent donc les conditions pour bénéficier de cette répartition du bénéfice résiduel. Alors, les juridictions qui remplissent les conditions sont celles qui réalisent
celles dans lesquelles la multinationale réalise au moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais ceci a été baissé à 250 000 euros pour les petites économies, notamment les juridictions qui ont un PIB inférieur à 40 milliards d'euros. Donc, dans la clé de répartition, il est prévu que les juridictions qui remplissent ces conditions de lien bénéficieront d'une part du bénéfice résiduel qui est comprise entre 20 et 30%. La TAF, dans ses notes techniques et dans tout le processus de négociation, a estimé que ce seuil n'est pas suffisant. Merci, Dr Aboubakar Nakanabo. Je rappelle que vous êtes un expert en fiscalité internationale, président du comité technique du Forum africain des administrations fiscales sur les questions de fiscalité transfrontalière. Vous êtes aussi le commissaire du gouvernement du Burkina Faso, votre pays, auprès de l'ordre national des experts comptables et comptables agréés. Je profite aussi pour rappeler que vous avez écrit un ouvrage que vous mettez à jour aujourd'hui, qui est une contribution à la mise en place d'une fiscalité de l'économie numérique dans l'espace CEDEAO. C'est dire que vous êtes vraiment sur les questions de l'heure en matière de fiscalité internationale. Merci d'avoir participé au podcast de Tax Justice Network et à très bientôt, certainement pour discuter d'autres thématiques. Toujours relativement à cet accord fiscal international, on reproche beaucoup son faible caractère inclusif, la voix des pays les plus faibles et qui ont le moins de ressources n'a pu véritablement se faire entendre. Nous allons en parler avec Tovoni Randria Manalina. C'est une chercheuse indépendante, experte de la fiscalité internationale et elle a écrit un rapport de recherche dessus dans le cadre des travaux menés pour le compte de l'ICTD, International Corporation for Tax and Development, une ONG basée au Canada. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec elle. Tovoni Randria Manalina, vous êtes une chercheuse dans le domaine de la fiscalité, notamment pour ce qui est des questions de prix de transfert. Vous avez un PhD obtenu à Paris Dauphine en matière de fiscalité internationale. Vous avez travaillé avec l'administration fiscale de Madagascar, la grande île située un peu plus au sud de l'Afrique, donc une des juridictions qui fait partie du continent africain. Et surtout, vous avez travaillé dans une importante contribution qui a analysé la participation effective des pays les plus faibles, parmi lesquels beaucoup de pays africains, au récent accord sur la fiscalité internationale qui est présenté par le G20 et l'OCDE, l'Organisation pour la coopération et le développement économique, comme une avancée majeure qui permettra d'apporter un peu d'équité sur la fiscalité internationale. Mais avant qu'on ne parle de ça, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'est l'accord fiscal de l'OCDE et l'implication que cet accord représente sur la transformation de la fiscalité internationale de manière vraiment globale? Tout d'abord, je voudrais vous remercier beaucoup, Idriss, pour l'honneur que vous m'avez fait de m'avoir invité à ce podcast. Oui, effectivement, j'ai travaillé sur la recherche sur la fiscalité internationale et notamment dans l'implication des pays en développement. L'accord fiscal qui se trouve aujourd'hui à l'OCDE a commencé en fait à partir de 2013 où il y a le projet BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. C'est-à-dire que les grands États, les États puissants se sont rendus compte qu'il y a vraiment des faiblesses et des fragilités sur les règles fiscales internationales qui étaient mises en place à la fin de l'année 2020 par la Société des Nations lors de la mise en place des premières conventions fiscales internationales. Donc, depuis, il y a eu un changement majeur, notamment la mondialisation qui a fait qu'il y a une forte mobilité des capitaux et aussi l'essor des entreprises qui sont devenues de plus en plus multinationales dû à cette mobilisation des capitaux. Donc, les entreprises n'ont plus de frontières, elles s'installent où elles veulent, où elles font plus de bénéfices, et ce qui fait que les règles qui étaient mises en place auparavant apparaissent faciles pour faire de l'optimisation fiscale
voire beaucoup d'évasion fiscale pour ces entreprises et qui ont fait que les États perdent beaucoup en recettes fiscales parce que, à cause des perditions de recettes dues à l'évasion des multinationales, oui c'est ça, et les plus perdants dans cette histoire sont les pays en développement, puisque à cause de la forte mobilité des capitaux, les entreprises multinationales se sont installées notamment en Afrique, dans ces pays où il y a beaucoup de matières premières, mais qui, en fait, dans les recettes fiscales, apparemment, ne sont pas... les administrations fiscales n'ont pas pu collecter les recettes fiscales produites par ces activités parce que les règles ont fait qu'il y a des défaillances et que les entreprises transfèrent leurs bénéfices dans des pays où il n'y a pas de fiscalité du tout, ou aussi dans les pays où les entreprises ont leur siège. L'accord fiscal qui se trouve aujourd'hui à l'OCDE essaye de réparer toutes ces fragilités, toutes ces défaillances. Et il faut savoir que à la fin des années 20, ce ne sont que les États membres de l'OCDE, les pays membres de l'OCDE, qui ont décidé de ces règles, qui ont choisi qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre pour l'imposition de ces entreprises qui, au départ, n'étaient pas vraiment multinationales. Et donc, aujourd'hui, ils tentent de réparer ça en mettant en place une nouvelle plateforme, qui s'appelle le cadre inclusif. C'est-à-dire que l'OCDE, qui avant ne regroupait que les pays des États développés, ont leur partie, tend la main aujourd'hui aux autres pays pour inclure beaucoup plus de pays. Et aujourd'hui, il y a 137, ou si je me trompe, le chiffre n'est peut-être pas 139 juridictions qui sont sur la table pour négocier des nouvelles règles fiscales internationales depuis 2013. Et aujourd'hui, depuis l'année fin octobre 2019, ils sont à nouveau très réactifs sur le sujet pour décider de la nouvelle fiscalité, de nouvelles règles concernant notamment l'économie numérique. Mais dans tous les cas, ils nous ont présenté un accord international, mais aussi l'attention a été portée sur des attentes non comblées des pays pauvres, au nom desquels ceux d'Afrique. Et justement, vous et d'autres chercheurs avez publié une note où il ressort clairement que bien que revendiquant un caractère inclusif, la participation de tous les pays dont vous parlez dans ce processus n'a pas toujours été prise en compte de façon optimale. Est-ce que vous pouvez partager avec nous brièvement vos conclusions sur ces points précis? Oui, merci beaucoup pour cette question très intéressante. Effectivement, j'ai dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, il y a plus de 139, autour de 139 juridictions, c'est-à-dire si c'était 35 avant, ça a été décuplé en termes de chiffres, en termes de statistiques, c'est-à-dire qu'il y a plus de participation de pays en développement, même plus que pour les pays développés, si on peut dire. Et pourtant, les chiffres ne disent rien parce que dans notre travail, dans notre recherche, on a fait une enquête sur certaines décisions. Comment s'est prise la décision sur la mise en place des règles fiscales à l'OCDE au sein de cet cadre inclusif? Est-ce que les pays en développement ont vraiment mis en exergue leur point de vue? Est-ce qu'ils ont pu porter leur voix? Et est-ce que les décisions qui ont été prises font bénéfice aux administrations fiscales de ces États? Alors, pour répondre à la question, malheureusement, les chiffres ne représentent pas grand-chose, puisque en pratique, il y a juste des signatures, mais en pratique, lorsque les décisions sont prises, il y a moins d'États, il n'y a presque pas d'États en développement qui ont pris des décisions. Il y a beaucoup de... C'est un peu différent que ce qui est présenté sur les chiffres. Il y a beaucoup de problèmes structuraux, de pouvoir politique, de puissance politique qui sont mis en jeu, et qui fait que on a trouvé par exemple que à l'OCDE il y a 3 instances
qui prennent la décision, 3 instances lors de ces réunions au sein du cadre inclusif. Donc, il y a d'abord l'assemblée plénière. C'est là que doit être prise par tous les représentants de tous les pays. Mais dans la majeure partie des cas, la décision est préparée en avant. Je me souviens toujours dans des représentants de la direction générale des impôts dans des pays en développement. Je me souviens exactement que tout a été orchestré à l'avance, les décisions, je veux dire, et que les plats sont préparés et que la sauce a été faite et que si on demande à la session et que si on demande de modifier, que ça ne convient pas, alors on nous dit non. Le plat est préparé, il faut le manger. C'est pour ça d'ailleurs que le titre de la recherche que j'ai coécrit avec des experts de docteurs de l'ICTD est intitulé une tablée plus grande, mais le même menu, c'est-à-dire qu'on sert la même chose que les règles qui ont été mises en place n'ont pas réellement, ne répondent pas réellement à l'attente des pays en développement. Vous parlez aussi dans cette recherche du caractère manichéen et influençant de l'OCDE, qui est quand même situé dans une banlieue de Paris, c'est-à-dire l'Africain qui vient de son administration à Bamako, à Abidjan, à Yaoundé, il atterrit à Paris, il doit encore prendre le métro très longtemps pour aller à l'OCDE qui a un siège imposant. Est-ce que finalement, ces pays africains savent à quoi s'attendre quand ils viennent dans ce genre de négociations? Est-ce que les discussions sont faites d'égal à égal avec une institution qui vient parfois les former comme des petits-enfants dans le cadre de séminaires régionaux ou nationaux? Est-ce que ça a joué à réduire l'aspect inclusif que vous évoquez dans votre recherche avec vos collègues? Oui, c'est très bien dit, ça a été très bien résumé l'article. Effectivement, beaucoup de personnes interviewées ont dit que l'OCDE est un environnement intimidant pour les pays en développement parce que déjà, par exemple, pour être plus précis, les réunions sont faites en anglais. Déjà, ce n'est pas tous les pays en développement qui sont anglophones. Déjà, ce sont des réunions très, très, très techniques. Donc, les gens qui viennent à l'OCDE, je veux dire les délégués des pays en développement qui viennent à l'OCDE n'ont pas forcément que ça à travailler dans leur quotidien. Il y en a beaucoup qui ont dit que pendant leur vol, ils s'occupent. C'est pendant le vol qu'ils commencent à lire les rapports que l'OCDE envoie, qui souvent sont à la dernière minute, et donc que l'équipe de l'administration fiscale ne pourront pas préparer à l'avance ce qui doit être étudié, parce que justement, ces gens jusque-là ne peuvent pas être préparés à ces réunions parce que, de un, ils ont reçu assez tard les rapports qu'il faut analyser, alors que, deuxièmement, de deux, il faut être active, prendre la parole dans ces réunions pour être entendu, parce qu'il y a beaucoup de pays, et donc il faut savoir se faire entendre. Et déjà, c'est en anglais. Deuxièmement, c'est très technique. Et troisièmement, si on n'a pas lu le document avant, alors c'est presque... On ne peut pas vraiment le défendre. Oui. Donc souvent, et c'est ça, quand on a interviewé des délégués des pays développés, ils reprochent beaucoup aux pays en développement de ne pas prendre la parole, d'être silencieux pendant ces réunions, et qu'après ils viennent dire non, en fait les règles ne nous concernent pas. Mais oui, parce que en fait le sujet qui est discuté ne concerne pas non plus leur quotidien, quoi. C'est-à-dire, si on parle des transactions financières, on rentre dans la complexité, et puis on sait tous que l'OCDE, tout ce qu'ils font, ils rentrent dans des sujets très techniques, et les agents de l'administration ne sont pas préparés à ça du tout. Si on prend que le sujet des prix de transfert, je vous dis que c'est compliqué. Même, je vous assure, la plupart des gens qui viennent des pays développés ne comprennent pas grand-chose. Donc, d'accord.
D'accord, ça je comprends, professeur Tovoni, je comprends très bien. Mais au final, on peut aussi, peut-être pas reprocher, mais on peut rappeler à ces pays qu'une bonne idée serait de mettre ensemble les ressources existantes et même de tirer avantage de l'expertise. Par exemple, en Afrique, on a des personnes comme vous, et même si vous n'étiez pas là, il y a des organisations comme Tax Justice Network qui produit de la connaissance digérée gratuitement, qui fait des études, qui se met à vouloir collaborer avec les États. On a Tax Justice Network Africa, Global Tax Alliance. Il y a aujourd'hui une expertise qui existe. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de recommander aux pays les plus faibles d'utiliser ces ressources gratuites et de solliciter l'appui d'une société civile dynamique aujourd'hui? Absolument. Et c'était d'ailleurs l'une de nos recommandations pour améliorer la participation des pays en développement dans ces négociations fiscales internationales. Une des meilleures options, c'est effectivement de se relayer des travaux brillants qui ont été effectués par exemple par la Tax Justice Network. Il y a aussi la société civile qui est assez active. Donc oui, effectivement, la question, c'est une des réponses qu'il faudra que l'administration fiscale des pays en développement pense, réfléchisse au sein de leur collectif, parce que il faut aussi que les administrations des pays en développement collaborent entre eux. Il y a la collaboration sud-sud améliorée. La TAF est devenue active en ce sujet, mais quand on a interrogé la TAF, si on a demandé en fait comment on fait le travail en interne, est-ce que la TAF demande vraiment à chaque administration membre, à chaque administration fiscale, à chaque État membre de l'organisation et de porter leur voix propre pour chaque réunion de l'OCDE, parce que la TAF y participe. Et alors la réponse qu'on a obtenue, c'était que non, la TAF ne porte pas la voix de chaque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concertation de tous les pays membres avant pour aller à l'OCDE. C'est pas réellement ça. C'est qu'il y a quelques experts qui pensent que le meilleur pour ces pays serait ça et donc présentent ça. Donc, vous pouvez voir que pour le moment, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si on pouvait avoir plusieurs expertises dans un collectif en ce sens, ce serait une meilleure option pour améliorer la participation des pays en développement dans les négociations fiscales à l'OCDE. D'accord, mais dans tous les cas, il y a un impératif catégorique universel qui voudrait qu'on n'exploite pas la faiblesse des autres afin de pouvoir les ruiner. Je pense aussi que, je ne pense pas, nous pensons à Tax Justice Network, que les questions de droits de l'homme ne sont pas seulement des questions qui concernent un pays précis, mais qui concernent l'ensemble de l'humanité. Bon, qu'est-ce que vous conseillez en 2 ou 3 points aux pays faibles, aux pays du continent africain, afin de pouvoir mieux adapter la fiscalité internationale à leurs propres enjeux? C'est une question très difficile et très compliquée. En fait, on sait que l'accord sera finalisé d'ici octobre 2021, donc les règles seront fixées. Je pense qu'on vient d'avoir la réponse. Je crois, ces derniers jours, j'ai pas bien suivi, mais je pense qu'il vient d'avoir l'accord politique du G20 sur les règles qui sont en place actuellement. Il n'y a pas, pour les pays en développement, beaucoup de... On verra ce que ça donne, puisque jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu d'études sur les rentabilités économiques, de ce que les règles qui seront mises en place vont donner. Mais je sais que ça ne fera pas... Déjà, sur les déclarations pays par pays, c'est l'exemple que je connais bien. Ce n'est pas tous les pays en développement. Il n'y a pas beaucoup de pays, pour dire, il n'y a pas de pays en développement qui peuvent bénéficier de cette déclaration déjà, à cause du seuil qui a été fixé, qui est élevé.
très élevé qui fait que les administrations des pays en développement ne peuvent pas obtenir ces déclarations. Et vraiment, la répartition des bénéfices obtenus n'est pas aussi très claire finalement. Ce n'est pas très clair puisque les règles, comme d'habitude à l'OCDE, les règles sont très complexes à mettre en place. Rien n'est clair en fait. Je vous avoue que c'est de l'hyper... C'est très très sophistiqué ces règles et je ne sais pas si quel pays pourra mettre clairement en œuvre ces règles, puisque là, dans un second temps, c'est un accord politique, hein, mais dans un deuxième temps, il faut que ces règles soient traduites en acte légal au sein d'un pays pour pouvoir la pratiquer. Il faut que ça soit transplanté en règles internes et qu'il faut que ça soit compatible avec les règles internationales mises en place. Alors, ça va être le cafouillage, même à l'Union européenne. Ils attendent tous. Là, tout est en pause. On attend ce que l'accord à l'OCDE va donner. Et après, ils vont travailler derrière pour voir, pour analyser comment on fait pour pouvoir bénéficier, chaque État, de cette nouvelle règle mise en place. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de recettes qui vont rentrer pour les pays en développement. Ça ne va pas améliorer grand-chose, puisque, par exemple, en matière de prix de transfert, ils ont amélioré une toute petite chose, toute petite, mais ça n'a pas changé aux grandes défaillances des règles qui ont été mises en place depuis la fin des années 20. Donc, pour vous dire que j'attends de voir mon courage. Nous reviendrons dessus, Toboni, Andrea, Madalina. Votre expertise, nous l'espérons, sera toujours partagée avec les communautés des sociétés civiles africaines, les administrations fiscales africaines qui écoutent ce podcast. Et nous serons vraiment ravis que vous reveniez la prochaine fois pour nous parler de ces prix de transfert, pour nous parler de l'implication de l'accord sur l'efficacité, sur la lutte contre les prix de transfert. Nous espérons pouvoir vous avoir lorsque la requête sera faite. Merci et bonne fin de journée. Merci beaucoup, avec beaucoup de plaisir et à la prochaine fois. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous reviendrons certainement sur les aspects de l'accord fiscal international qui n'ont pas pu être développés, notamment la question des prix de transfert, le partage de la cagnotte qui sera finalement mobilisée, mais aussi la question des droits de l'homme qui est au cœur du mouvement de la justice fiscale internationale. Je rappelle que vous pouvez écouter le podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec SYN à la fin, mais aussi vous pouvez aller sur notre page YouTube www.impôts et justice sociale, www.impôts-et-justice-sociale.com ou sur l'application Stitcher et vous demandez le programme. Pour ceux qui veulent interagir avec nous, allez sur notre compte Twitter, #ImpôtsSocial ou notre page Facebook Impôts et Justice Sociale. Mais aussi, vous pouvez écrire aux adresses email impôts, _8 social @outlook.fr ou encore idriss@taxjustice.net. Voilà. À très bientôt pour les prochains épisodes de votre podcast. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de toujours éviter d'être contaminé par le Covid qui continue de sévir.